face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1, Elliott Deval. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur Europe 1 en partenariat avec CNews pour votre nouveau rendez-vous face à Philippe de Villiers. Chaque samedi matin, nous allons prendre un peu de hauteur, revenir sur les faits marquants de la semaine avec vous, Philippe de Villiers. Bonjour Philippe. Bonjour Elliott. Est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien. Est-ce que vous êtes heureux d'être sur Europe 1 ? Je suis impressionné. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà fondé une radio. Vous savez ce que c'est la radio ? Je sais ce que c'est la radio et je me souviens de la première affiche qui avait fait grand bruit à Paris. C'était Alouette, la radio. Et l'affiche, c'était une alouette et à côté, il y avait une poule déplumée. Et c'était sous-titré ainsi « Alouette, la radio qui plume les Parisiennes ». Ah, donc vous comptez vous faire déjà des amis du côté des Parisiens. Vous avez un petit mot pour les auditeurs d'Europe 1 ce samedi matin ? Europe 1, c'est toute ma jeunesse, c'est Maurice Biraud, c'est toutes les émissions que j'écoutais avec le Tour de France, etc. Et Europe 1, c'est la radio qui monte. Les autres s'en aperçoivent pas encore, mais moi je sais. Je le sais parce que autour de moi, je vois en Vendée, les gens écoutent Europe 1. Et nous sommes accompagnés bien sûr de Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction du JDD. Bonjour Elliott, bonjour Philippe. Moi aussi, vous savez, Europe 1, c'est la radio de ma jeunesse. J'écoutais on disait pas encore la Ligue 1, on disait la D1, la première division de football, Eugène Sacomano, le mythique Eugène Sacomano, qui faisait le multiplex. On sait que Philippe de Villiers est un homme de télévision, mais est-ce que vous pensez qu'il a un avenir en radio ? Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune. On le saura dans une heure. On saura s'il a passé l'épreuve. Est-ce qu'il va passer l'épreuve, Philippe de Villiers ? Mais Emmanuel Macron s'est peut-être posé la question mardi soir lors de cette conférence de presse à l'Élysée. 9 millions de téléspectateurs ont d'ailleurs suivi ce rendez-vous. C'est un peu plus qu'en 2019 à la suite de la crise des Gilets jaunes. Sondage IFOP assez intéressant, Philippe de Villiers, ce vendredi, puisque 71% des sondés l'ont trouvé clair. Mais attention, moins de 5 Français sur 10 considèrent que le chef de l'État a été à la hauteur des enjeux, qu'il a été convaincant ou encore rassembleur. Philippe de Villiers, que reste-t-il finalement des 2h30 de la conférence du président de la République, Emmanuel Macron ? Pas grand-chose. Il a fait, Gérard Carreau a une expression magnifique, le carpet bombing. Et on pourrait dire aussi les chutes du Niagara de l'éloquence technicienne. On aurait dit un conseiller technique d'un ministre technicien. Éloquence technicienne. Et on a eu le 31 décembre le président d'Iscobol sur fond de Jeux Olympiques, et là on a eu le président Marchand de Sable. D'ailleurs, vous le savez très bien tous les deux, puisque je vous ai appelé. L'un au début, l'autre à la moitié de la conférence de presse. Alors, puisqu'on en parle... Et donc, la vérité, c'est qu'il y en a un qui dormait déjà et l'autre qui s'apprêtait à dormir. Je ne dirais pas lequel. Bon, ça veut dire que le marchand de sable a fait son office. Et non, il y a un seul mot, moi, qui m'a réveillé. C'est pour que la France reste la France. Alors, d'abord parce que c'est vrai. C'est un slogan que je connais bien. Moi et d'autres. À droite, tout le monde le connaît, tout le monde l'a envisagé. On a tous joué dans une équipe avec le maillot pour que la France reste la France. Et alors, en fait, ça veut dire, pour que la France reste la France, faut pas que le peuple français historique devienne minoritaire, il faut pas que la culture française disparaisse, et il faut pas que l'art de vivre à la française soit dénaturé par le wokistan et l'islamistan. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il osait dire ça, alors que c'est le moment qu'il a choisi, avec von der Leyen, d'imposer un État européen dans lequel il va fondre la France, puisqu'il n'y aura plus l'unanimité à Bruxelles. Les Français ne le savent pas, ça se passe dans leur dos. Le général de Gaulle n'aurait jamais appliqué le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, s'il n'y avait pas eu le droit de veto. Là, il n'y aura plus le droit de veto. Et c'est au moment où il pousse dans le sens d'une fédéralisation de l'Europe que Emmanuel Macron ose nous dire pour que la France reste la France.
Geoffroy Lejeune. Puisque vous révélez nos petits secrets de fabrication, moi je vais en révéler un aussi. Quand vous nous avez appelé, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit une chose, et ce qui m'a frappé, au-delà de l'analyse critique que vous faites là à l'instant de cette conférence de presse, que vous vous étiez ennuyé. Et c'est quelque chose que j'ai entendu énormément dans la bouche d'énormément de Français cette semaine. C'est vraiment le cas ? Mais alors d'abord, moi je m'accrochais parce que c'était de la technique, si vous voulez. Et comme il y avait une mise en scène gaulienne, je me disais, mais on est tombé bien bas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un conseiller technique, quoi. Moi, quand j'étais secrétaire d'État, j'avais des conseillers techniques qui m'apportaient des notes techniques. Et après, moi, je faisais de la politique. En fait, un homme politique, il a un axe, 2 axes, 3 axes, pas plus. Là, on a été... c'est les chutes du Niagara de l'éloquence technicienne. On va revenir sur 2 grandes thématiques, Philippe de Villiers, lors de cette conférence de presse. Vous savez qu'en 2023, pour la première fois, la France passe sous la barre des 700 000 naissances. Des indicateurs donc en berne, quasiment jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron veut quand même lancer un vaste plan de réarmement démographique. En pointe un tabou, selon lui, la hausse de l'infertilité des ménages. On l'écoute, on en parle juste après. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Philippe de Villiers, la baisse de la natalité passe par une réflexion sur l'infertilité. Est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper de combat, de réflexion ? Il fait diversion. Vous savez, vous connaissez le pêcheur, il voit un brochet, il donne du fil au brochet pour donner au brochet l'impression que le brochet est tranquille, il part avec le fil et avec l'hameçon. Et puis à un moment donné, il tire. Voilà. Là, en fait, on est devant une situation tragique. Et donc, pour qu'on évite de lui poser des questions, il nous balade. Il balade le brochet dans les temps. Pourquoi elle est tragique, la situation ? Parce qu'on a, cette année, le record de la dénatalité depuis la guerre. Premier record. Deuxième record, on a le record des avortements. Depuis la loi Veil. 240 000 avortements. Ça, c'est pas l'infertilité, ça consiste à empêcher les enfants de naître. C'est un problème pour un président de la République, normalement. Troisièmement, on n'a plus de politique familiale depuis Hollande-Macron. Plus de quotient familial, plus de politique familiale. Quatrièmement, ce sont les femmes d'origine immigrée qui font les enfants. Je vous rappelle la phrase de Boumediene, reprise par le président de la Turquie, Erdogan, l'enfantement et le djihad des femmes. Et donc, le chiffre sera encore beaucoup plus bas si on ne comptait que les Françaises de souche. Et puis enfin, au moment où on constate tout ça, qu'est-ce qu'on nous propose ? Le raccourcissement de la vie par les 2 bouts, avec l'avortement constitutionnel et l'euthanasie. Ça n'est pas sérieux. Et je vais vous dire quelque chose. Dans l'histoire des peuples, à chaque fois que la natalité s'effondre, le peuple a disparu. À Rome, il y avait l'hospitalitas et la felicitas. L'hospitalitas, c'était l'accueil de l'autre, l'accueil du barbaricum pour faire des enfants que les Romains voulaient plus faire. On a vu comment ça s'est terminé. Et la felicitas, il y avait un slogan incroyable, c'était « mourir en s'amusant ». Les patriciens romains, mourir en s'amusant. En fait, toutes les sociétés expirantes meurent en s'amusant. Et en fait, Rome n'est pas morte, détruite par les barbares, Rome a séché sur pied. De Villiers, dernier élément de la conférence que nous souhaitons aborder ensemble, c'est la question des émeutes. 6 mois après, des commerçants n'ont toujours pas été remboursés. Certains bâtiments gardent les stigmates de ces nuits de violence. Le diagnostic d'Emmanuel Macron étonne concernant les émeutes. Ne parlez pas de délinquance, d'immigration, non. Il faut parler oisiveté et réseaux sociaux. On l'écoute, on en parle juste après.
c'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Et ensuite, les écrans ont eu un rôle très important qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire, en quelques minutes, on voyait des centaines d'actions se déployer, des rendez-vous donnés sur tel ou tel, je ne ferai pas de stigmatisation, réseau social, par l'écran. Et il y a eu une forme de mimétisme qui a conduit à un embrasement totalement déraisonné. Quelle a été, Philippe, votre réaction, s'il vous plaît, racontez-moi, dans votre canapé, quand vous avez entendu ce diagnostic sur les émeutes? Je me suis dit d'abord qu'il a oublié les mises en garde des gouvernements étrangers, gouvernement turc, gouvernement algérien, qui ont sommé le président de la République de protéger leurs ressortissants. Si c'est pas ça des immigrés, leurs ressortissants. Deuxièmement, il n'a pas lu le rapport de l'inspection générale de la police qui dit que ce ne sont pas les écoliers, ils ont entre 18 et 24 ans, ce ne sont pas des oisifs, ils travaillent, 64% d'entre eux travaillent. Et en fait... et ils sont une immense majorité issus de l'immigration. Alors, il y a Naël, non pas Naël, il y a Matteo et Kevin, oui, comme disait, c'est la Darmaninade, là. Ouais. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont issus de l'immigration, et surtout, ils ont la haine de la France. C'est-à-dire qu'ils brûlent des commissariats, des mairies, des bâtiments publics. Mais moi, je vais plus loin. En fait, ce que j'ai pensé dans mon canapé, je me suis dit, mais il voit pas, là, ce que son ministre lui avait dit, le ministre de l'Intérieur, le danger de la partition. Tu vois, il y a... Qu'est-ce que ça veut dire, la partition? Ça veut dire d'abord des empiètements de souveraineté de gouvernements étrangers qui viennent nous donner des ordres. On n'est plus tout à fait souverain. Ensuite, c'est la revendication de souveraineté des bandes, des émeutiers, qui appellent la police force d'occupation, bandes rivales. Donc ils sont chez eux, ça y est. C'était ça les émeutes, guerre de conquête, et voire de sécession. Et enfin, troisièmement, qui a arrêté les émeutes? L'autorité souveraine. Quelle a été l'autorité souveraine pour arrêter les émeutes? Le dealer. C'était les caïds et les grands frères. Les frères et les grands frères. C'est-à-dire, en fait, ceux qui avaient intérêt à ce que la paix revienne. C'est quand même un début de démembrement de la souveraineté nationale. Voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe de Villiers, sur la conférence de presse du président de la République. Revenons, si vous le voulez bien, à la polémique, la grande polémique de la semaine. L'école, alimentée par la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement privé catholique Stanislas. L'extrême gauche et politique et médiatique ont placé leur cible sur l'établissement privé Stanislas. La mairie de Paris, d'ailleurs, a décidé de suspendre ses subventions après la publication par Mediapart d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le directeur des classes préparatoires de Stanislas. Dans un instant, on parlera de la ministre, mais revenons sur cette nouvelle guerre contre l'école privée. Le mot dérive est parfaitement à admettre dans la mesure où, je le rappelle, ce rapport n'a pas conclu qu'il fallait prendre des sanctions disciplinaires parce qu'il n'y avait pas d'ambiance généralement sexiste et homophobe à Stanislas, mais qu'en revanche il y avait eu des cas particuliers de sortie de piste parfaitement bien documentés, notamment de la part d'un catéchiste dont l'intervention est longuement détaillée. C'est celui qui parle à la fois des thérapies de conversion, du viol, etc., etc. Il a été immédiatement d'ailleurs sanctionné et renvoyé de l'établissement. Bah écoutez, non, ça, la volonté de dissimulation, je la conteste absolument. En revanche, qu'on puisse progresser avec le rectorat de Paris et qu'on puisse rassurer aussi ces deux élus communistes, nous le ferons évidemment, mais je conteste absolument la dissimulation. Mais beaucoup a déjà été fait pour normaliser les choses. Après, il faut aussi qu'on reconnaisse le caractère propre de Stanislas avec certains points. Vous voyez, par exemple, la proposition de la non-mixité, la proposition de vie chrétienne dans Stanislas, qui font partie quand même de notre identité. Donc
il faut distinguer les vrais abus contre lesquels nous sommes pleinement résolus à agir définitivement, et puis le caractère propre de Stanislas. Et nous venons d'entendre la mise au point de Louis Manarange, directeur des classes préparatoires au collège Stanislas. Geoffroy Lejeune, une question pour Philippe de Villiers. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Philippe, en ce moment? Est-ce que c'est la guerre scolaire qui se rallume? Est-ce que c'est une croisade contre le privé? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que le privé aujourd'hui, Geoffroy? C'est le canot de sauvetage du Titanic. Alors, vous avez encore quelques musiciens de l'orchestre qui continuent à fredonner. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Mais en fait, la plupart des gens veulent descendre du Titanic pour monter dans le canot de sauvetage. Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic. Ceux qui peuvent veulent le faire. Je pense que l'image est juste. Et d'ailleurs, le hors-contrat est le canot de sauvetage du sous-contrat, qui n'est pas parfait. Mais je réponds à votre question. En fait, le succès du privé vient de quoi? Il vient du fait qu'il a gardé l'ancien modèle, avec la discipline, avec la rigueur, avec l'excellence, l'uniforme, etc. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens connaissent. Un jour, il y a un député de l'Ouest qui a interrogé Jules Ferry en 1881. Jules Ferry, le créateur de l'école laïque. Et il lui dit, mais monsieur le ministre, votre école laïque, quelles seront les valeurs que vous allez enseigner? Et le ministre lui répond, mais monsieur le député, quelles valeurs? Mais les valeurs de nos pères, les valeurs de toujours. Voilà, c'était ça l'école laïque en fait. Dans une société de chrétienté, les deux écoles étaient proches finalement, puisque c'est l'école laïque qui a inventé le roman national et qui a mis en valeur Jeanne d'Arc, avant même l'école catholique. Ce qui se passe, c'est que tout s'est effondré. Et on est à la veille d'une nouvelle guerre scolaire. C'est ça que les gens ne voient pas, que je voudrais expliquer en une minute. L'ancienne guerre scolaire, elle a pris fin en 1984, lors de la grande manifestation contre le service public laïque, voulu par François Mitterrand. Cette guerre-là, elle tournait autour de la question du catéchisme catholique. C'est fini. C'est plus la question. Aujourd'hui, c'est la question du nouveau catéchisme. Le catéchisme de l'état de droit. Le catéchisme des normes sociétales. Il y a un papier excellent ce matin de Chantal Delsol de l'Institut, dans le Figaro, qui explique ça très bien. Donc aujourd'hui, en fait, la question qui se pose à Stan, qui est un établissement exemplaire, vraiment exemplaire et qui est persécuté, la question qui se pose, c'est de savoir si on va pouvoir, dans un établissement catholique, dire encore qu'on préfère la vie à l'avortement, que un homme ne peut pas être enceint et que faut éviter de se poser la question de savoir s'il y a deux sexes ou plusieurs, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, le wokisme laïque, universel et obligatoire est en train d'investir l'école, y compris l'école privée. Et donc, moi, je lance un appel à tous les parents de France. Développez le hors-contrat. Vous aurez moins d'ennuis et vous pourrez faire ce que vous voulez et vous pourrez échapper au wokisme. Parce que le wokisme, il est en train d'être démantelé aux États-Unis, il arrive chez nous et il est en train de nous détruire. Voilà pour l'école Philippe de Villiers. Philippe, parlons à présent d'une actualité judiciaire, puisque hier, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné les 3 policiers à des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis, peine plus légère que les réquisitions. C'est peut-être l'épilogue d'un procès ô combien médiatique, ô combien politisé, 7 ans quasiment jour pour jour après les faits. Philippe de Villiers, quel regard portez-vous sur la décision de justice ? Alors moi, je ne commande pas la décision de justice, elle est trop fraîche. Puis c'est un principe. En revanche, sur le contexte, je me souviens très bien de ce qui s'est passé, et je voudrais le rappeler. François Hollande, le président de la République, qui se déplace au chevet de Théo, sans savoir du tout ce qui s'était passé. Donc c'était les violences policières. Voilà. La messe est dite. Ensuite, on a appris que le Théo en question a eu quand même des ennuis judiciaires pour d'autres faits. Ensuite, on s'est aperçu que
finalement, toute la gauche morale condamnait les policiers sans tenir compte du règlement de la police, c'est-à-dire sans tenir compte de l'action policière qui doit être jugée en fonction de la légitimité de l'intervention, là, il n'y a aucun doute, et de la proportionnalité. Il semble bien que les jurés aient jugé que la proportionnalité était là aussi. Et donc, moi, ce que je ne supporte pas, et je pense en cet instant à tous les policiers, à toutes les forces de l'ordre, c'est qu'on les montre du doigt, on les suspecte, et on met en danger la société tout entière, parce que, finalement, un policier, quand il intervient maintenant, il se dit « Attention, je peux aller en tôle ». Alors que là, on a un individu qui, en fait, s'est débattu, a refusé d'obtempérer et a donc pris le risque d'une bastonnade. Alors, naturellement, c'est très malheureux ce qui s'est passé. Et je pense à ce pauvre garçon qui est mutilé à vie. Mais il faut aussi comprendre que la tâche des policiers est noble, digne, et que c'est une charge qui honore le pays tout entier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le procès Théo. Revenons à la politique. Politique, c'est aussi, Philippe de Villiers, une question de symbole. Le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a choisi comme premier déplacement la semaine dernière l'Ukraine. Il aurait pu se rendre en Israël pour les 100 jours du conflit, en sachant que nous avons toujours 3 Français qui sont portés disparus ou pris en otage par les terroristes du Hamas. Non, je le prends au mot, l'Ukraine reste la priorité pour la France. On écoute Stéphane Séjourné. Donc en dépit des multiplications des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, des valeurs de l'Europe, mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français. Geoffroy Lejeune. Je vous ai vu sursauter pour la petite erreur de français qu'on a entendue dans cet extrait. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez que le nouveau ministre des Affaires étrangères a les épaules pour le poste ? Écoutez, moi j'ai connu dans ma vie publique des grands diplomates. Couve de Murville, Jean-François Poncet, Jean-François Degnaud, etc. Ils me disaient tous, le Quai d'Orsay, c'est une culture qui est fondée sur le protocole ancestral, la langue française en ses subtilités, parce que faut pas fourcher, parce que sinon vous changez le sens d'un traité. Et enfin l'ancienneté, le temps long. Et Gilbert Perrol, qui était le secrétaire général du Quai d'Orsay, et Dominique Chouchet, ambassadeur, qui était mes conseillers diplomatiques, me disaient toujours: pour faire un président de conseil général, il faut 1 minute, il suffit d'une urne et de quelques accointances. Pour faire un bon diplomate, il faut 25 ans. Et vous savez, il y a une tradition, je crois, au Quai d'Orsay, quand un nouveau ministre des Affaires étrangères arrive, on l'installe symboliquement dans le fauteuil de Vergennes, le grand diplomate. Et là, j'ai du mal, et je réponds à votre question, à imaginer Monsieur Séjourné dans le fauteuil de Vergennes. J'ai du mal à l'imaginer conversant avec ses prédécesseurs illustres, Richelieu, Mazarin ou Talleyrand. Et je pense à un autre diplomate qui a beaucoup écrit, qui s'appelle Chateaubriand, et qui a beaucoup écrit au sujet de la langue. Et qui dit ceci, c'est une dédicace que je fais à Monsieur Séjourné, qui a sans doute des mérites que je ne connais pas. C'est sans doute un négociateur de l'ombre. Mais Chateaubriand disait ceci: il y a des peuples de l'Orénoque qui ont disparu. Il n'est resté de leur dialecte qu'une trentaine de mots prononcés à la cime des arbres par des perroquets redevenus libres. Et donc, le Quai d'Orsay, la diplomatie française, le ministère des Affaires étrangères, c'est capital pour la France. Et je réponds à Elliot. Moi, ce qui me frappe, quand j'écoute Emmanuel Macron, quand j'écoute nos gouvernants, ils ont perdu le sens de ce qu'on appelait jadis les intérêts vitaux. Par exemple, est-ce qu'il y a des intérêts vitaux pour nous en Ukraine? On est à la limite de la belligérance, là.
Où sont les intérêts vitaux? C'est l'agriculture française avec les céréales ukrainiennes? Quels sont les intérêts vitaux pour qu'on fasse rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne alors que Biden ne veut même pas faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN? Quels sont les intérêts vitaux à nous mentir sur l'Ukraine? Par exemple, en nous disant Poutine est isolé, c'est pas vrai. Poutine a perdu, la contre-offensive est gagnée, c'est pas vrai. Les sanctions ont fait leur effet. Vous vous souvenez de Bruno Le Maire? Il est à genoux, c'est pas vrai. Bon, tout ça, c'est pas vrai. On va perdre. Et qui va perdre? L'Amérique est en train de se carapater. Les BRICS sont en train de dire, nous, on est du côté de la Russie ou on est neutre. Il reste quoi? L'Europe. Et en Europe, il reste qui? Le chef scout, Macron. Il n'y a plus que lui. Il veut aller faire la guerre là-bas. Et avec quel argent? Avec nos impôts. Non mais tout ça, c'est pas sérieux. Les intérêts vitaux de la France sont en jeu. Il faut que la France redevienne une grande puissance d'arbitrage. Emmanuel Macron s'honorerait s'il disait « bon stop, on arrête la guerre ». Bon. Et maintenant, on trouve un accord. On fait la conférence de Paris. Et on réunit tout le monde. Voilà. La paix. C'est ça la négociation. Je suis pas sûr que M. Séjourné ait les épaules. Philippe de Villiers, nous allons parler du 7 février, puisque à cette date, un hommage sera donc rendu en France aux 41 victimes françaises des terroristes du Hamas lors de l'assaut du 7 octobre sur Israël. 3 Français, il faut le dire, sont encore portés disparus ou pris en otage. Et puis je vais vous proposer cette séquence. L'avocat Gilles-William Golnadel, qui est un de vos amis, un intime, il vient de publier un livre. Il s'appelle « Le journal de guerre », dans lequel il raconte comment depuis le 7 octobre, Israël, aux yeux de certains médias, de certains politiques, est passé de victime à bourreau. C'est un ouvrage à cœur ouvert. Je l'ai reçu dimanche dernier. C'était sur les antennes de CNews. Écoutez l'échange que nous avons pu avoir et peut-être que vous avez un message à lui adresser. Vous avez eu une phrase qui m'a marqué cet après-midi quand vous m'avez annoncé la publication de ce livre. Vous m'avez dit « En 100 jours, j'ai pris 10 ans ». Oui, c'est vrai. Ah ben je vous assure que je sais pas de la. Je vois bien que j'ai pris 10 ans dans la tête. Je me sens avoir vieilli. Ça arrive, mais. Vieilli ou souffert? Ah ben je pense que la souffrance doit faire vieillir. Je me sens plus âgé. Je serai plus jamais heureux. Sachez-le. Je ne serai plus jamais heureux comme je l'étais le 6 octobre au soir. Quelque chose s'est écroulé. En moi, mes enfants sont là-bas. Et je m'arrête là pour dire ce qui se passe là-bas. Donc oui, ça a été. Mais encore une fois, ce journal qui est pas un journal intime, qui est un journal de guerre, a été une sorte de cure pour moi également. Je le disais, Philippe de Villiers, William Golnadel est un de vos amis, un intime. Vous avez envie de lui répondre quoi? Qu'il a été d'abord un des premiers Français à comprendre que ce qui se passait là-bas, du côté de la France du Levant, pourrait se passer demain dans la France du couchant. Le premier à faire le lien, parce qu'on a les mêmes ennemis et les mêmes amis. Et cette amitié entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, est précieuse. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai raconté une histoire ici. Elle a eu une suite. Mon père a passé sa guerre à s'évader 4 fois avec son ami d'enfance de Metz. Il s'appelait Gilbert Can-Salvador. Et le juif, le chrétien, se sont battus ensemble pour la France. Et ils ont fini leur guerre ensemble, dans le même baraquement, à Lübeck. Et mon père me disait toujours, je voudrais revoir Gilbert, je voudrais revoir Gilbert. Et il me disait, je lui disais souvent, Gilbert, j'irai te chercher dans les barbelés. Ben moi, je dis à William, t'es un grand Français, parce que t'es courageux. T'as tout compris, t'as tout vu. La lucidité, la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. T'as tout vu, t'as tout compris. Nous sommes de la même tranchée. Nous sommes du même maquis. William,
j'irai te chercher dans les barbelés. Et Philippe de Villiers, quand William Goldnadel dit « Je ne serai plus jamais heureux comme j'ai pu l'être avant le 7 octobre », est-ce qu'on peut retrouver un peu de bonheur après un tel traumatisme, après une telle horreur? C'est difficile de rêver après un cauchemar, mais la paix reviendra. Nous vaincrons parce que l'erreur, la vérité ne triomphe jamais, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. Face à Philippe de Villiers, c'est aussi un bond dans l'histoire. Il y a tout juste 230 ans, le 19 janvier 1794, la Convention vote le plan d'extermination avec ses 12 colonnes infernales pour dépopulationner la Vendée. Philippe de Villiers, racontez-nous. Eh bien, tout a été dit par vous. Le 19 janvier 1794, il y a eu le début d'un génocide. On applique, si vous voulez, la grille de lecture de Lemkin. Je me souviens d'une préface qui a été écrite par William Goldnadel dans le livre sur le génocide vendéen commis par Reynald Secher. Cette préface était magnifique. Il disait « Les Vendéens n'ont pas été tués pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils étaient ». Et en fait, les trois caractéristiques, les trois éléments constitutifs du génocide étaient là. D'abord, un crime légal, prémédité, voté par les députés, puis contrôlé par le comité de salut public et les administrations les plus officielles. Ça, c'est le premier élément constitutif du génocide. Deuxième élément, des moyens d'extermination de masse. Le brûlement, la noyade, etc. Aux épaisses, là où se trouve le Puy du Fou, Carpentier et Morel envoient un rapport, ils sont les envoyés de la Convention, ils envoient un rapport à la Convention en disant il y a un four où on brûle les femmes, et quand on a voulu s'interposer, on nous a dit, le général Hamet nous a dit, c'est ainsi que la République entend faire cuire son pain. Et enfin, le troisième critère, le troisième élément, c'est un groupe qui est visé, soit religieux, soit ethnique. Là, c'est les deux, on appelle ça la race impure. Il a fallu attendre Solzhenitsyn en 1993. Il y a en ce moment une exposition magnifique à l'Historial de la Vendée, grâce au conseil départemental de la Vendée, que je salue. Et me permettrait ce petit spot. Solzhenitsyn, il a dit la matrice des deux terreurs du XXe siècle, c'est ici qu'elle a été inventée. C'est ici que la roue rouge qui devait broyer le peuple russe a fait ses premiers tours. Et donc, en fait, la Vendée est devenue un archétype de la résistance, non plus une province de la géographie, mais une province de l'esprit. Et j'en suis très fier. Une nouvelle qui va vous plaire. La grève, la fameuse grève au Mont-Saint-Michel, Philippe de Villiers, a pris fin. Le bras de fer avait commencé le 26 décembre dernier et cette semaine, un protocole d'accord a été trouvé. Plusieurs raisons étaient invoquées. Le manque de moyens, les conditions précaires, dont la fatigue des employés et ces 365 marches à gravir. Philippe de Villiers, vous les connaissez bien, ces marches du Mont-Saint-Michel, n'est-ce pas? Oui, je les ai gravies des dizaines de fois avec mes frères et sœurs quand nous étions en vacances à Roteneuf, près de Saint-Malo, et nous venions chaque année au Mont-Saint-Michel. Et ce rocher au péril de la mer m'a toujours fasciné. Il y a quelque chose d'étrange et d'irréel pour un enfant. Ça commence avec les abords. La plaine de cendres blanches à perte de vue. La grève sournoise qui surprend le voyageur imprudent. Et puis, cette mer qui monte, la marée montante à la vitesse d'un cheval au galop, dit-on, et qui vous surprend, et qui peut vous engloutir. Et puis, pour un enfant, il y a surtout cet éperon là-bas. Cet éperon qui se métamorphose dans une seule journée au fil des marées. Quand la marée est haute, soudain, c'est une île. Quand la marée est basse, émergeant
d'un désert de vases infinis, c'est une montagne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec le temps, avec le recul, je sais maintenant que ce Mont Saint-Michel a contribué à l'éveil de ma conscience civique. Et je vais vous dire pourquoi. La France immémoriale, aujourd'hui ballottée, prise dans les bourrasques et les vagues scélérates, elle ressemble, et un enfant le sent mieux qu'un adulte, elle ressemble à ce python qui a résisté à tout, aux assauts de la nature et de l'homme, et à toutes les tempêtes, à la foudre, etc. C'est fascinant. Cette France usée par le soupçon qu'est la nôtre, une France en proie à tous les renoncements, malgré tout, elle garde sa sveltesse, elle garde son goût des éthers, elle garde ses hardiesses sous les cieux assombris. Et il faut jamais oublier que en face du Mont Saint-Michel, là-bas, à la plaine dont je vous parlais, en face, il y a la côte. Et sur la côte, le général de Gaulle a dit, c'est là qu'il a dit, en désignant le Mont Saint-Michel, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. La grandeur, elle est là. La grandeur de ce rocher, c'est-à-dire la hauteur, l'altitude, mais aussi l'élégance et surtout la puissance de Saint-Michel, l'archange qui terrasse tous les dragons. Alors, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que le Mont Saint-Michel est une métaphore française. Si vous voulez sentir la France, allez au Mont Saint-Michel, prenez votre temps pour gravir, pour grimper. Grimper avec votre âme. C'est l'âme de la France. Et c'est cette France qui nous ressemble, Philippe de Villiers, qui nous rassemble. Merci beaucoup, Philippe, pour cette première émission sur Europe 1. Merci, Elliot. Merci aussi aux auditeurs. Ah, il est grand temps de reprendre le sac et de partir à l'entraînement. Merci, Geoffroy Lejeune. Merci, Elliot. On se retrouve samedi prochain, bien sûr, à la même heure, sur Europe 1, en partenariat avec CNews.